Bien, bonsoir et bienvenue, chère audience de l'émission Majuscule Propos toujours. Et encore un plaisir d'être avec vous. Aujourd'hui, nous allons parler de l'environnement, une question centrale. Cela faisait presque 2 semaines que des spécialistes, des hommes et femmes politiques au niveau des pays, au niveau mondial, mais également avec des organisations non gouvernementales et d'autres partenaires, se sont donné rendez-vous à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, symbole, un pays, en tout cas un des producteurs du pétrole. Une question aujourd'hui qui est au centre des débats pour ce qui est de l'environnement, sur ce qui est des changements climatiques. Après 2 semaines de débat, aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur ce que l'Afrique, notre continent, a pu tirer de débats et discussions et surtout et des délibérations au niveau des Émirats arabes. L'Afrique, en tout cas, qui contribue qu'à l'échelle de 3% seulement par rapport à la pollution mondiale. Aujourd'hui, c'est l'Afrique qui paye le prix, en tout cas, pour des actions que celle-ci ne mène pas. Mais également, qu'est-ce que aujourd'hui se présente sur la table pour rééquilibrer justement les choses et surtout pour contribuer à la reconstitution, sinon pour l'amélioration des conditions climatiques à ce jour. Pour en débattre et surtout pour comprendre les tenants et les aboutissants et surtout pour replonger dans le mood, sinon dans l'ambiance de ce qu'a été la COP de 2028. Dans ces studios, nous sommes rejoints par Dr Sam Kanyamibga. Il est spécialiste de questions d'environnement. Il connaît bien ce que c'est l'écologie. Il a une expérience de plus de 30 ans dans la conservation au niveau international et particulièrement sur le continent africain. À rappeler aussi que vous êtes fondateur de l'organisation ARCOS, qui est donc Albert Rift Conservation Society. Bienvenue, Dr Sam. Bonjour, cher monsieur Sabiti. Voilà. Je suis content d'être avec vous. Voilà, tout le plaisir est pour moi. J'espère que je n'ai rien omis dans ma présentation. Non, c'est tout à fait correct. Voilà, merci. Vous me connaissez très bien. Voilà, merci beaucoup. On a fait des petites recherches pour justement bien rentrer dans les débats. Nous ne serons pas qu'avec le docteur Sam seulement. Nous serons rejoints depuis les États-Unis d'Amérique par un frère africain béninois. Il s'agit ici de Oussou Victor Adandé. Il est expert dans les questions de gouvernance, management public. Il est également spécialiste des questions de développement des politiques publiques. Il est enseignant et surtout il est dans la recherche. Il est basé au Canada et non pas aux États-Unis d'Amérique. Bienvenue, bonsoir, bon après-midi. Cette rectification, voilà. Je suis plutôt au Canada. Et pas aux États-Unis. Pas aux États-Unis. Mais vous êtes aux Amériques, comme on disait à l'époque. C'est ça. Vous êtes aux Amériques. Voilà, donc c'est un honneur pour moi d'être ici aux côtés de mon aîné, Dr Sam, que je salue très respectueuse. Voilà, tout le plaisir. Voilà, il vous a donc salué également. J'aimerais bien tout d'abord vous poser la question pour partir du débat. Dr Sam, vous venez de Dubaï. C'est vrai, on va parler de la COP 28, mais déjà, ça va faire 30 ans que cette COP, cette conférence des Nations Unies sur le changement climatique existe. Aujourd'hui, quelle est l'importance d'avoir une telle plateforme pour le monde? Vous savez, c'est vrai que ça fait plusieurs années. C'est une conférence des partis donc, qui existe presque depuis 30 ans. Et par ailleurs, les enjeux, les débats, les controverses, c'est encore chaud.
cette COP, particulièrement la COP 28, était un grand événement après l'accord de Paris. De 2015. 2015, donc tout le monde s'y attendait. Voilà. Parce qu'il y avait des enjeux qu'on va discuter. Mais, tout à l'heure, oui. Disons que brièvement, quand on regarde le monde qui est mobilisé, cette COP a mobilisé presque 100 000 participants. Vous vous imaginez ce que c'est? À Dubaï, 100 000 participants. À Dubaï. Donc c'est énorme. Je me rappelle, il y a quelques années, une dizaine d'années, c'était dans les quelques milliers. Et maintenant... Ça démontre l'importance que les gens accordent à la question du climat. Ça, c'est quelque chose qui est très frappant. Alors, on peut se demander si cette mobilisation est concordante avec les résultats. C'est quelque chose que je me suis posé plusieurs fois. Évidemment non, parce qu'on serait ailleurs. Parce que le grand objectif, le grand enjeu que nous avons, c'est la réduction des émissions. Les sciences montrent que ceci n'est pas le cas. Donc, à ce niveau, on ne gagne pas. Mais il y a quelque chose qui est quand même extraordinaire, c'est la conscience, c'est cette mobilisation, ce sont les attentes. C'est-à-dire que la communauté internationale est consciente qu'il faut faire quelque chose. Quand on regarde comment les différents pays s'y préparent, et j'en profite pour saluer notre pays, le Rwanda, qui est par excellence un bon exemple, c'est incroyable. Donc la mobilisation est énorme et c'est avec cette mobilisation que les gens apprennent avec les autres. Voilà. Qu'il y a le désir de faire quelque chose qui va être présenté à la COP. Donc à ce niveau, c'est quand même une réussite. Voilà, c'est une réussite. Maintenant, on va voir de manière pragmatique, de manière tangible ce que cela rapporte, cette mobilisation, cette affluence au niveau de Dubaï et dans d'autres conférences. Victor, vous êtes spécialiste des questions de politique publique. Aujourd'hui, je parlais d'une conférence des Nations Unies sur les questions de changement climatique qui date depuis 30 ans maintenant. Est-ce que, on va dire, c'est d'abord les spécialistes de l'environnement et tout ça qui ont sonné la sonnette d'alarme il y a de cela 30 ans? Est-ce qu'on peut dire que 30 ans après, aujourd'hui, les hommes politiques, les décideurs politiques sont à la hauteur, leur compréhension est à la hauteur de l'urgence liées au climat? Eddy, merci pour la question. Je rejoins déjà Dr Sam au sujet de l'importance de la COP et plus spécifiquement de la COP 28. Alors, Dr Sam a évoqué certains aspects qui tiennent cette importance-là quand il parle de la mobilisation. Plus de 100 000 participants. Mais il est allé au-delà. Il a parlé des enjeux qui sont de notre époque en lien au changement climatique. Je vais ajouter ceci. Cette importance est d'autant plus grande que la COP est de nature un rendez-vous d'opposition, donc une rencontre de divergence aussi bien dans les points de vue, dans les positions que dans les intérêts. Donc, il est important qu'il y ait quand même cette rencontre-là pour pouvoir oser le défi d'aller vers un accord qui, au finish, va permettre de sauver notre planète. Alors, je viens maintenant à votre question, qui est de savoir est-ce que les décideurs politiques sont maintenant prêts pour cette aventure-là ou cet enjeu-là. Je vais m'en tenir
à l'accord même de cette COP de 2028. Vous savez, depuis 1995, l'année de la première COP, jusqu'à la COP qui précède la COP 2028, il y a eu des rencontres, mais les décideurs politiques n'ont jamais osé mettre le curseur sur la mention des énergies fossiles. Si ce n'est pas que seulement en 2026, on a parlé, on a mis l'accent sur l'élément charbon. Mais l'énergie fossile, la famille des énergies fossiles est une famille plus diversifiée, plus grande, et qui va au-delà du charbon. Alors qu'on en vienne maintenant à la COP 28, où à la déclaration finale, on a pu parler maintenant et intégrer maintenant de façon globale la question des énergies fossiles. On peut dire que les décideurs politiques viennent de rejoindre les scientifiques que nous sommes. Voilà, ça c'est très bien. Vous n'êtes pas seul sur, en tout cas, la ligne de front. Et maintenant, tout à l'heure, Victor parlait des questions modernes ou des questions liées à notre époque. Docteur Sam, j'aimerais tout d'abord qu'on puisse partir directement sur ce qui a marqué cette COP, c'est la question, plutôt l'accord qui a été conclu au tout dernier jour, notamment lié aux énergies fossiles qui déchirent, divisent le monde aujourd'hui. C'est vrai, on suit ce reportage. Et puis, on va revenir sur, en tout cas, hormis cette question et d'autres priorités également, d'autres questions qui étaient sur la table. Mais on se lance tout d'abord dans ce qui a marqué justement la fin de cette COP. 200 pays ont approuvé à la COP 28 de Dubaï un appel à abandonner progressivement les énergies fossiles, principales responsables du réchauffement climatique. Une première en 28 ans de sommet sur le climat. J'invite l'Assemblée à adopter le projet de décision intitulé « Résultats du premier inventaire mondial » En l'absence d'objection, il en est ainsi décidé. Mais le texte reçu par des acclamations et qualifié d'historique parle de transition hors et non plus de sortie du pétrole, du gaz et du charbon. Une ambiguïté dans les formulations nécessaires pour éviter le veto de l'Arabie Saoudite, du Koweït ou de l'Irak, attachés aux profits issus des énergies fossiles. Voilà, merci. Donc, c'était un reportage de nos confrères de Africa News. Docteur Sam Kanyamibouga, vous étiez à Dubaï, vous avez suivi les débats. Quand 200 nations acclament à l'unanimité cette décision, en tout cas qualifiée d'historique, pourquoi d'abord c'est historique? Oui, c'est historique parce que c'est en fait la première fois qu'il y a un accord sur les énergies fossiles. Et pourtant, les énergies fossiles contribuent à presque 3/4, 75% au niveau des gaz à émissions de serre. Donc, en fait, s'il y a un problème qu'il faut résoudre, c'est un problème qui concerne les énergies fossiles. Alors, ceci a pris du temps parce qu'il faut un accord qui soit acceptable au niveau politique, au niveau économique, au niveau social, à tous les niveaux en fait, et surtout au niveau du business. Les producteurs du pétrole
Donc, c'est historique parce que chaque fois, ça a été évité. Ou bien il n'y a pas eu un accord. Vous vous rappelez que la dernière fois, il y avait une sorte d'accord ou bien une discussion qui visait à faire sortir progressivement les énergies fossiles lors de la dernière COP. Et donc, depuis le début des sessions à Dubaï, c'est un secteur qui a attiré l'attention de tout le monde. Donc, cette COP a été spéciale parce que, comme le signait tout à l'heure le président de la COP, M. Jaber. Monsieur Jaber, c'est historique parce que c'est la première fois qu'il y a un accord. Maintenant, on peut dire que c'est pour la toute première fois que le monde parle le même langage. Qu'il y a un accord qui se précise sur les énergies fossiles. Mais certains, oui. On va peut-être en parler encore. Oui. Pour regarder en détail quelle sorte d'accord. Oui, justement. Quelle sorte d'accord Victor, on a l'impression, même dans le reportage, lorsqu'on suit, c'est un accord, en tout cas, presque à l'arraché. C'est historique, on voit la manière d'applaudir. On se pose la question sur déjà la bonne volonté de tout un chacun dans la salle. Est-ce que c'est un accord de principe, c'est un accord vraiment qui vient du fin fond du cœur, comme on dit? Est-ce qu'il y a de la volonté? On sent de la volonté politique, du cœur, on sent du cœur de la part notamment des pays concernés par cet accord, parce que les énergies fossiles, doit-on dire, c'est une question d'abord des grosses économies de ce monde. Exactement. Mais Eddy, je parlerai plutôt d'un accord qui est ce qui matérialise plutôt un compromis. Parce que à cette COP, comme je l'ai dit au départ dans mon introduction, les positions sont diverses. Vous avez ceux qui plaident pour la sortie des énergies fossiles, comme les États insulaires l'ont fortement réclamé. Mais vous avez des États comme des États du continent africain qui, pour la plupart, continuent d'espérer l'émergence et leur développement sur la base des énergies, des ressources en lien avec l'énergie fossile. Et donc, vous avez de l'autre côté les économies développées, les pays développés, les pays industrialisés, qui ont beaucoup bénéficié déjà des énergies fossiles pour être au niveau où ils sont, ces pays-là. Et donc, vous voyez que ce n'est pas les mêmes choses. Les approches ne sont jamais les mêmes choses. Il va donc s'agir d'un compromis pour pouvoir oser politiquement et institutionnellement un accord. Donc, je dirais, au-delà de la volonté, ce n'est pas une volonté, c'est plutôt un compromis qui oblige à trouver quelque chose pour avancer. Voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Voilà, pour avancer, Dr Sam, dans vos propos, on sentait une sorte de doute au fond de vous en disant, OK, on a arraché, il y a eu un compromis, mais il y a quand même le mais qui réside ou qui reste. Est-ce que vous avez des doutes, par exemple, sur la bonne volonté, par exemple, de matérialiser cet accord, un compromis, en tout cas qui réunit les avis et surtout les considérations de tout le monde? Bien, écoutez, en fait, je crois que tout le monde est conscient qu'il faut en faire se détacher des énergies fossiles.
En principe, ça c'est un principe. Je crois que, oui, la question c'est comment. Alors, c'est là d'où vient le problème. Parce que il faut officialiser ça avec les textes. Et trouver un texte qui va être acceptable par tout le monde, parce que dans les décisions des Nations Unies, c'est l'unanimité, ça devient très difficile. Vous voyez, le texte final parle de transition. Transition vers la réduction des énergies fossiles. L'un des éléments clés dans tout ça, c'est le temps. Parce que la science montre que si la décision et l'action n'est pas faite aujourd'hui, on ne va pas atteindre l'objectif de réduire les émissions à de gaz à effet de serre à 1,5 degré d'ici 2030. Et plus on fait une décision comme celle-là, transition vers, c'est à chacun de décider. Ce n'est pas mesurable. Les pays peuvent faire quelque chose et disent j'ai une transition. Donc ça, c'est un élément qui est toujours, en fait, très difficile dans les décisions de la COP. Parce que les textes peuvent être interprétables de façon différente. Vous savez, dans le texte... Là, vous voulez dire que chacun va tirer la couverture de son côté? Oui, bien sûr, parce que ce n'est pas engageant au niveau mesurable pour dire c'est combien il faut réduire, etc. etc. Ce n'est pas précis. C'est là même la fragilité de cet accord? Oui, c'est l'un des problèmes de cet accord. En fait, si on regarde le texte, il y a des termes comme on note, on accueille. Donc, ces termes qui sont très doux, qui n'engagent pas vraiment. Vous voulez dire que c'est un accord qui a été signé avec des gens qui marchaient sur des œufs? Bon, vous voyez, d'abord les pays producteurs de pétrole. Qui sont-ils? Comme les Émirats arabes. Hein, où la COP s'était née. Qui, en fait, recevait la COP. Et d'ailleurs, il y a plusieurs analystes qui se sont demandé comment il peut y avoir une sorte de neutralité dans un pays comme un pays producteur de pétrole qui va diriger les débats, ou quand même il peut y avoir quelques intérêts particuliers. Mais, parce que c'est clair, l'explosion économique et spectaculaire des Émirats arabes unis, c'est aussi et grâce au pétrole. Donc, à cause de ça, il y a eu de nouvelles suggestions. Par exemple, l'avancée technologique. Au lieu que les pays disent qu'il faut réduire les énergies fossiles, il faut faire l'avancée technologique. Ce qui distrait, ce qui fait penser à d'autres qui ont peut-être une partie d'attendre un peu, une ouverture pour aux négociations vers cette nouvelle proposition. Pour les pays producteurs, c'est quand même économiquement une grande décision, au niveau politique, au niveau performance économique du pays. Et vous savez, les politiciens, quand il n'y a pas de performance économique, ils n'ont rien à dire. Ils n'ont rien à dire à la population. C'est ça. Sûr. Et puis, quand ils disent qu'ils vont réduire les énergies fossiles, pour les pays qui ne sont pas producteurs, ça veut dire que ils doivent, surtout les pays qui sont pauvres, parce qu'il y a deux catégories. Il y a des grandes puissances économiques qui produisent. Il y a aussi qui contribuent justement à cette à la pollution, et puis à la finance. Et puis les pays pauvres qui aussi produisent des énergies fossiles, du pétrole. Mais si aujourd'hui on dit on arrête, ce n'est pas une bonne nouvelle du tout pour eux. S'il n'y a pas
de finances qui provient des pays riches pour... Ils en ont profité tout le temps. Voilà, c'est Voilà. ça, Victor. Ouais. Victor, alors, comment trouver l'équilibre? Comment trouver le juste milieu, justement, pour qu'on puisse avancer sur... parce que tout à l'heure, le docteur Sam disait qu'on n'avait pas le temps parce que les prévisions montrent qu'on n'a pas beaucoup de temps. L'action doit être prise, on doit prendre des décisions et les mettre en application. Et maintenant, sur le terrain économique également, il va falloir réaliser aussi des résultats pour les pays producteurs des énergies fossiles, mais également pour les pays émergents, si je peux les appeler ainsi. Comment on va trouver le juste milieu justement pour qu'on puisse prendre une décision et mettre en application une décision qui soit salutaire pour le monde? Oui, Eddy, trouver une décision qui soit salutaire pour le monde et donc qui fasse preuve de cet équilibre-là dont vous parlez. On est obligé d'aller vers la question de financement pour pouvoir, par exemple, les États africains accompagner leur engagement à marcher vers cette transition-là pour qu'en 2050, à l'horizon 2050, puisque la neutralité carbone est espérée à l'horizon 2050. Alors, trouver l'équilibre revient à trouver les moyens, comme le docteur l'a dit, les puissances vont pouvoir, au nom du principe d'équité, accompagner les pays pauvres à agir, que ce soit pour l'atténuation ou pour l'adaptation. Donc, parce que, vous voyez, ils n'ont pas, toutes les parties à la Convention ne sont pas frappées de la même manière, comme c'est une répétition. Les décisions qu'on va prendre, les effets, et même juste au niveau des populations, ce ne sera pas vu de la même manière. Les capacités pour faire face, on n'a pas, les pays, les parties n'ont pas les mêmes moyens. Donc l'équilibre revient à ce que, comme il y a déjà aussi un fonds de pertes et dommages, que les choses puissent avancer dans ce sens-là. Pour être plus concrète, parce que jusqu'à la sortie de la COP, il n'y a pas d'échéance, les engagements ne sont pas précis, il n'y a pas de date, et même les modalités de répartition des fonds, qui en bénéficient, qui n'en bénéficient pas. Voilà, on sait que c'est les pays vulnérables. D'accord, les États insulaires, les pays pauvres comme ceux de la majorité, ceux de l'Afrique. Mais il faut que tout cela puisse être maintenant plus précis. Et je pense que c'est cette aventure-là que les gens vont prendre pour... le docteur a parlé du temps. Le temps a toute son importance ici. Dans la prochaine COP, et jusqu'en 2025, il y a aussi une échéance pour évaluer. Justement, mais la question qu'on se pose, aujourd'hui on parle des pays solutions. L'Afrique, c'est un continent solution. Par rapport déjà à ce climat, l'Afrique présente plus les solutions à la crise plutôt que l'Afrique ne contribue justement à créer des problèmes, parce que je le rappelle, l'Afrique ne contribue qu'à l'échelle de, je parle là, je 3 parle 4%. 3 ou 4%, je parle sous votre contrôle, Dr Sam, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, est-ce que l'Afrique aujourd'hui, si elle fait partie des pays solutions ou des régions solutions, est-ce que l'Afrique parle-t-elle d'une même langue, d'un même langage? Est-ce que allons-nous dans de telles conférences en bataille, en colonne rangée? Sommes-nous un bloc pour proposer, pour demander, pour exiger? Monsieur Victor. C'est ce qui, bien sûr, c'est ce qui a toujours fait défaut. Et donc, c'est ce qui fait défaut. Vous savez qu'avant cette COP, les États africains, ils ont leur regroupement au niveau du continent africain pour parler des questions de l'environnement.
Et donc, cette rencontre africaine a permis de connaître, oui, quelles sont les attentes, au fait, quelles sont les attentes à la COP 28. Mais dans le fond, la mise ensemble des États, ça continue de poser problème. Donc, des intérêts vont continuer à diviser. Il faut faire ce pas-là, d'aller au-delà des intérêts de chaque pays et de pouvoir constituer vraiment une force à échelle africaine pour pouvoir mieux se positionner dans les négociations qui vont arriver. L'Afrique est partie solution, de région solution à l'enjeu. Et qu'est-ce qu'elle gagne? Il faut qu'elle prenne conscience de ce qu'elle est solution dans ce qui s'annonce et qu'elle se vende à ce. On a besoin de l'union. Merci. Voilà, Dr Sam, c'est très important ce qu'il dit. Vous étiez à Dubaï, vous avez participé à d'autres COP, vous participez régulièrement à d'autres conférences, ateliers pour chercher des solutions à cette question de changement climatique. Est-ce que l'Afrique aujourd'hui parle d'un même langage? Est-ce qu'avez-vous pu, les spécialistes africains, proposer des solutions aux hommes politiques pour qu'on puisse avoir une position commune? Tout à fait. Il y a eu beaucoup de transformations depuis les dernières 10 années, comme ça. Aujourd'hui, l'Afrique se prépare très bien. Ils ont même des négociateurs. Le groupe africain, ils se réunissent même pendant la COP, chaque jour, pour revoir les négociations, l'avancement des négociations, pour avoir une voie commune. Donc, à son niveau, je crois que les choses ont changé complètement. Aujourd'hui, à la COP, c'est l'une, en fait, des observations ou bien des grands changements. Il y a quelques années, il n'y avait aucun pays qui avait un pavillon, oui, une salle nationale. Aujourd'hui, presque tous les pays ont des pavillons. Et il y a un pavillon africain, il y a un pavillon de l'Union européenne, etc., etc. Donc, l'une des stratégies, des caractéristiques des négociations, ce sont des blocs de négociations. Si tu ne négocies pas en bloc, avec ces stratégies de faire des blocs, tu te trouves seul. Tu es perdant. À ce niveau, c'est oui. Il faut constater qu'au mois de, je crois que c'est septembre, il y avait un sommet africain sur le climat. Oui, à Nairobi. Qui s'est tenu à Nairobi. Ça, l'un des objectifs, en fait, c'était d'avoir une voie commune pour l'Afrique. Et l'un des messages, c'était que, justement, l'Afrique est une solution. En fait, il faut que les pays développés, les pays avancés comprennent que quand on demande d'avoir des responsabilités financières, ce n'est pas... L'Afrique n'est pas mendiante. L'Afrique... Ce n'est pas un cadeau? Non, c'est pas un cadeau. L'Afrique a des solutions. Parce que le changement climatique ne sélectionne pas. Nous partageons... L'apport de l'Afrique est très significatif, surtout au niveau de le volume de la population que nous avons, l'agriculture, la surface de la terre qu'on doit bien aménager pour nos forêts. Les forêts pour réduire justement les émissions. C'est une contribution importante. Si ceci n'est pas fait, tout le monde entier en tire des conséquences qui sont néfastes. Vous dites bien, les choses ont changé, il y a eu des avancées, vous essayez d'avoir un même langage, de tenir un même langage. Maintenant, vos partenaires en international, quelles considérations avez-vous devant ces partenaires-là? Si vous vous définissez en tant que région,
continent solution, est-ce que les autres vous voient tant que tel? Oui, mais il y a maintenant un côté qui devient, deux aspects qui deviennent très difficiles. Malgré cet accord en principe, il y a le côté économique et le côté politique, comme je disais tout à l'heure. Parce que, en fait, l'Afrique a des solutions, mais ces solutions ne vont pas venir s'il n'y a pas de contribution financière, et c'est leur responsabilité, de la part des pays riches. Et c'est là où il y a le problème. Parce que maintenant, même des conséquences qu'on subisse, les problèmes d'inondation, des problèmes de réchauffement climatique, les pauvretés qu'on voit, les maladies, c'est à cause de manque de réponse. La production agricole qui est affectée. Tout. Donc, le problème, c'est qu'il y a des accords qui touchent aux financiers et les pays riches ne répondent pas. Donc, si on regarde l'accord depuis des années de 100 milliards de dollars chaque année, aujourd'hui, ça n'a pas démarré. Ça, c'est une promesse tenue depuis 2015 à Paris. C'est ça. Donc, et aujourd'hui, il n'y a rien. Le côté économique et financier, c'est un grand problème. Et maintenant, les pays, au niveau politique ou bien stratégique, ils essaient de pousser beaucoup plus le business, le secteur privé, pour qu'ils contribuent, pour qu'ils changent leur façon des systèmes environnementaux. Donc, tant que l'aspect économique n'est pas sur la table, il va y avoir toujours des problèmes. Et quand on regarde, on va peut-être en parler l'un des aspects qui a marqué la conférence, c'est sur les pertes et dommages qu'on appelle loss and damage en anglais. Ça, c'était l'un des points marquants de la conférence. Parce que c'est seulement, ça responsabilise les pays riches pour appuyer, pour aider les pays pauvres qui subissent des conséquences et qui ne sont pas responsables. Voilà. Mais justement, Victor, le docteur s'en parle ici déjà des 100 milliards de dollars qui étaient promises chaque année depuis la conférence de Paris en 2015 jusqu'à aujourd'hui. En tout cas, il n'y a rien n'arrive dans ce sens-là. Mais tout de même, parmi les moments forts de cette COP 28, il y a eu une création d'un fonds où même les Émirats arabes unis s'étaient prêtés volontaires. Ils ont déposé, ils se disent, nous on contribue déjà 100 millions. Également l'Allemagne qui a fait de même. On a créé un fonds de 600 millions de dollars. Et maintenant, on se dit, ce n'est pas une promesse qui vient s'ajouter à d'autres promesses de la part de ces grands-là. Sommes-nous vraiment dans le... Avons-nous toutes les cartes, tout le monde joue carte sur table ou c'est juste de moments, peut-être de distraction et peut-être des faits d'annonce comme ça qui finalement au bout, ça ne produit pas les effets escomptés ou l'impact escompté. Alors, Eddy, je pense que si on parle de prise de conscience devant l'enjeu, il va falloir que cette prise de conscience-là aille à la compréhension que l'Afrique n'est pas dans une position de mendicité, non, ce n'est pas le cas. C'est une question de justice climatique. Parce que quand on parle du climat, du réchauffement climatique, on parle de l'atmosphère. Puis l'atmosphère fait partie du patrimoine environnemental mondial, patrimoine mondial. Alors, donc, il y a ce qu'on appelle la tragédie des biens communs. Voilà une ressource unique, gratuite, commune à nous tous,
Et donc, nous l'exploitons, mais de façon différente. Il va falloir que les gens comprennent qu'il y a un droit à l'exploitation, que certaines parties volent entre griffes à d'autres parties. Et au nom de cela, la question économique ou la question financière que Dr Sam évoquait de tout à l'heure, c'est une question de justice climatique. Quand on rentre même dans un pays, on prend la Chine par exemple, où on dit, bon, l'émission la plus forte, mais lorsqu'on va rentrer dans les calculs, on va considérer que la Chine est peuplée de tel nombre d'habitants, alors que tous ces habitants n'ont pas le même rapport avec l'exploitation de ce bien-là qu'est l'atmosphère. Vous voyez, on va voir l'émission par habitant. D'abord, on va commencer par rectifier pour comprendre qu'il y a un autre pays qui a l'émission par habitant la plus haute que la Chine. Ça fait un. Mais dedans aussi, on va commencer par voir que des agents sociaux, des entreprises, des ménages, on va voir qu'il y en a des agents sociaux qui exploitent ce droit-là au détriment d'autres, alors que le coût est partagé par nous tous. Pour revenir dire que c'est une question de justice sociale, ce n'est pas une question de mobilité d'une partie envers une autre. Maintenant, quelle doit être la responsabilité des États africains? Parce que les impacts du réchauffement climatique, c'est clair, tout le monde le sait, ce sont les pays pauvres, bien même les gens qui sont à des statuts sociaux inférieurs, qui sont les plus frappés, qui subissent de plus les inconvénients ou les conséquences fâcheuses du réchauffement climatique. Donc, au-delà de ce que les continents africains cherchent la voie commune, comme Peter l'a dit, pour aller à la négociation, mais il va falloir qu'ils sachent, les chefs d'État sachent plutôt d'une approche assez sur la population pour permettre à chacun d'avoir les moyens de son adaptation au réchauffement climatique. Voilà, j'aimerais bien vous proposer un reportage de nos confrères de TV5 qui ont justement parlé déjà d'une Afrique assez frustrée par rapport déjà à la décision, disons, à ce qui est ressorti de cette COP 28, notamment par rapport aux solutions que l'Afrique présente, qui sont bien au-delà de ce que l'Afrique reçoit. On suit ce reportage. C'est acté. 7h15 mercredi matin, d'un rapide coup de maillet, l'accord est adopté et ovationné. Après une nuit blanche, les délégations du monde entier rassemblées à la 28e conférence des partis sur le climat, ou COP28, se sont entendues sur une transition hors des énergies fossiles. Mais pas clairement sur une sortie. Le point fut très difficile dans les négociations. Nous avons été confrontés à des réalités et nous avons mis le monde sur le bon chemin. Nous lui avons donné un plan d'action solide pour maintenir l'objectif de 1,5 degré à portée de main. Les pays producteurs, comme les pays du Golfe Persique ou la Chine, ont freiné. Mais finalement, le texte mentionne cette transition. Et cela reste un progrès. Pour la première fois, le tabou est tombé. Il est toujours très difficile d'être satisfait du résultat d'un compromis, mais je reconnais que c'est la première fois qu'on emploie cette expression de transition hors des énergies fossiles dans une décision qui touche au climat. Certains scientifiques sont plus mitigés. Et vous imaginez qu'il a fallu environ 6 rapports GIEC pour que l'humanité prenne le courage à travers cette organisation de la COP, que nous puissions finalement reconnaître que oui, les énergies fossiles sont les causes des changements climatiques anthropiques, sinon des changements climatiques actuels,
Et donc, c'est un début. Comment se fera cette transition-là? Et je rappelle aussi en tant que chercheur africain, c'est que lorsqu'on regarde la répartition des émissions globales des gaz à effet de serre à travers le monde, le continent africain ne participe qu'à moins de 4% des émissions globales. Il faudrait qu'au moment plutôt de la mise en œuvre, de la mise en place, que l'on puisse avoir une certaine justice pour ne pas pénaliser davantage ces pays africains qui déjà souffrent des conséquences des changements climatiques actuels. Maintenant se pose la question des fonds d'adaptation, ces sommes d'argent que les pays riches et pollueurs doivent donner aux pauvres pour financer leur transition. Les sommes annoncées sont faibles ou encore hypothétiques. Il faudra attendre encore pour avoir des engagements précis des bailleurs de fonds. Alors, merci beaucoup. Avant de retourner à vous, Dr Sam, il y a une contribution d'un des téléspectateurs qui dit qu'il a donné 2 points importants. Pour lui, à la COP, j'ai remarqué 2 sortes de distractions bien planifiées. 1, contribution au fonds de pertes et dommages qui permet partie à contribuer volontairement. De 2, il dit faire oublier les pays du Sud la promesse de contribution à l'adaptation par les pays du Nord. Qu'est-ce que vous en dites, docteur? Bon, c'est vrai on dirait que c'est stratégique et bien planifié. Là, on parle de ce... Il fait allusion au fonds qui a été créé. Perte de dommages. Parce que la première session de la COP, c'était le 30 novembre. Le président a annoncé déjà qu'il y a un fonds sur les pertes et dommages qui atteint 700 millions. 700 millions de dollars. Alors, et les Émirats, directement, nous, on met 100 millions. 100 millions. Alors, en fait, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Parce que le total escompté pour les pays en développement pour confronter le problème d'adaptation, c'est plus de, si je m'appelle bien, presque 17 milliards de dollars. Donc, 700 millions et 17 milliards, c'est une grande différence. Vous voyez que le chemin est encore très grand. Monsieur va très loin et dit, en fait, dans les négociations de cette année, l'Afrique a échoué sur le consensus sur l'objectif mondial d'adaptation. Ouais. Elle applaudissait au pacotille, c'est le mot qu'il utilise, il pèse bien, au pacotille promis par les pays développés. Oui, ce sont des miettes. Parce que l'Afrique a toujours plaidoyé, a toujours amené sa voix pour l'adaptation. Alors, cette année, il y a eu beaucoup de diversions pour parler des énergies fossiles. Tout le monde attendait ce qui va être décidé au niveau des énergies fossiles. Et même maintenant, dans notre session, on parle des énergies fossiles, mais la COP, il y a beaucoup d'autres enjeux. Justement, c'est ce que je disais. Il y en a beaucoup. Lorsque l'accent a été mis sur les énergies fossiles, est-ce que quand on parle des questions d'urgence sur le changement climatique, est-ce que ce sont les énergies fossiles qui doivent ou qui devaient retenir l'attention? Disons qu'il y a deux axes principaux dans les négociations au niveau des changements climatiques. L'une concerne la lutte, la réduction des émissions à effet de serre, des gaz à effet de serre. L'autre, c'est l'adaptation à l'impact des changements climatiques. Alors, le grand débat sur les énergies fossiles, c'est bien sûr pour réduire les émissions. Mais l'adaptation, c'est très important, surtout pour les pays pauvres. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, autour de nous, avec les femmes et les enfants
les pauvres, l'agriculture, tous les secteurs. L'impact est déjà là. On le sent. On le sent. Donc, c'est très important. Donc, il faut agir. Il faut agir. Donc, on ne peut pas parler juste de réduire les émissions, qui est très, très important, mais oublier ce qui se passe maintenant même, ce que les pays africains ont déjà réclamé depuis des années, pour que les pays qui sont responsables puissent prendre leurs responsabilités. Et c'est là où le côté financier pose des problèmes. Parce que, comme disait Victor, c'est un fonds ou bien c'est un problème commun. Et chacun se regarde. Quand on parle, le panier est là, mettez de l'argent. Non. La plupart des pays ne veulent pas aller mettre l'argent dans le panier. Hein? Je préfère parler à M. Sabiti. On a un accord bilatéral. Ce qui se passe maintenant, il y a beaucoup d'accords bilatéraux. Et d'ailleurs, il y a une étude qui pour contourner, le vrai débat, c'est pour contourner les grandes questions d'ordre mondial, d'ordre continental. On préfère aller par petits groupes, il y a plusieurs raisons, parce que l'une des raisons, c'est que quand vous avez des négociations bilatérales, vous contrôlez beaucoup plus votre interlocuteur. Vos fonds ont été utilisés. Vous avez peut-être dans votre carte stratégique des pays avec lesquels vous voulez développer des liens. Mais si vous mettez dans le fonds commun, ça va aller n'importe où, bien sûr. Parce qu'avec le fonds qui a été annoncé aux Émirats, ces fonds seront gérés par la Banque mondiale, c'est ça? Voilà. Et donc, il y a d'ailleurs une équipe technique qui a été chargée de définir comment les fonds vont être gérés. Mais le grand problème, justement, c'est le fait que la plupart des pays, d'ailleurs, si vous regardez les pays qui ont versé de l'argent, tout à l'heure, vous avez parlé des Émirats arabes unis, il y a l'Allemagne aussi, l'Allemagne qui s'était prononcée de manière individuelle. Mais les grands pays qui sont producteurs comme la Chine, comme les États-Unis... Silence radio. Non, c'est quelques millions. Vous voyez? Donc, si ces grands pays économiques n'adhèrent pas, ça sera compliqué. Vous voyez que c'est encore un long chemin à faire. Voilà. Peut-être on termine notre émission. Victor, vous êtes là? Oui, il dit, je suis là. Voilà, on en a pour 1 minute 30. Victor, doit-on dire que désormais l'Afrique doit mettre la question climatique dans les priorités des priorités? Ça doit venir au centre des débats, par exemple, au niveau de l'Union africaine, et qu'il faut vraiment parler d'un même ou d'une même et une seule voix? Je ne le dirai pas mieux que vous. L'Afrique doit effectivement mettre le débat climatique sur la table au centre des enjeux, pour 2 raisons. La première, oui, il y a un fonds de pertes et dommages à hauteur environ de 800 millions de dollars, pendant que les besoins annoncés sont allés jusqu'à 300 milliards à 500 milliards de dollars. Et l'Afrique, elle seule, ça fait un besoin de 350 milliards de dollars, ne serait-ce que pour les besoins liés aux pertes et dommages. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour trouver notre compte dans ce qui va arriver au niveau du fonds? Il faut que l'Afrique se regroupe et mette cette question-là sur la table. Ça, c'est un. Et deuxièmement... Oui, vite pour terminer. Oui, rapidement pour terminer. Si on prend la transition pour aller hors des énergies fossiles, alors que l'Afrique continue d'espérer l'émergence de son économie sur la base de ses ressources, alors donc cette transition-là, comment nous allons être pour faire face à ça? Comment on va se positionner dans cette transition-là? Ça, c'est une problématique. Et la troisième, pour finir vraiment, la question de l'adaptation.
Alors, donc, l'Afrique doit prendre ça au sérieux et l'axer sur les populations. J'en donne 2 exemples. À Hawaï, c'est une partie qui est donc qui subit les actes d'inégalité, des inégalités. Oui. Il y a eu l'événement qui est passé là, comme dans beaucoup d'autres pays aussi. Malheureusement. Donc l'Afrique va aller sur ce chantier-là, assez sur les populations. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. On aura compris votre propos. Malheureusement, le temps n'est pas forcément notre camarade ce soir. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux pour ces explications et surtout pour nous avoir mis dans le bain et surtout vous nous avez fait comprendre les enjeux aujourd'hui liés au changement climatique et surtout des actions qui doivent être menées pour justement prendre nos responsabilités face à cette question. Merci beaucoup Dr Sam Kanyamibga pour votre disponibilité. Merci beaucoup. Merci également à vous Victor qui intervenait depuis le Canada. Je rappelle que vous êtes Victor Adandé, expert en gouvernance et spécialiste des questions de développement et des politiques publiques. Merci beaucoup. Merci à vous. Et également merci à Ouassé Constantin et toutes les équipes au niveau de la régie. J'aurai tout le plaisir de vous retrouver très prochainement pour un nouveau numéro Majuscule Propos.